Bonjour, bienvenue sur Quand les hommes et quand les femmes, le podcast. Aujourd'hui, nous recevons Natou Pedro Sakombi, auteur de l'ouvrage La nécessité materniste. Bonjour Natou. Bonjour Aurel. Comment tu vas? Très bien, et toi? Je vais très bien. En tout cas, je suis très heureux de te recevoir dans ce podcast. Tu es la première invitée. Et en fait, c'est le premier épisode de ce podcast. Waouh. Quand les hommes, quand les femmes. Et je tenais vraiment à ce que tu sois la première invitée, le premier profil qu'on reçoit sur ce podcast, parce que ce que tu fais, tout ce que tu écris autour du materniste, ou je sais pas, c'est materniste ou maternisme? Maternisme, ah ok. Donc en tout cas, de toute façon, là, pour pouvoir expliquer à la communauté de Quand les hommes et quand les femmes, et aussi à toutes les personnes qui vont regarder ce podcast, qu'est-ce que c'est le maternisme, et aussi parler de ton ouvrage qui est autour du materniste. Du maternisme. Ok, du maternisme. Bon, ok, donc on est entre materniste et maternisme. Bon, de toute façon, elle va nous expliquer un peu tout ça, afin que nous puissions tous comprendre tout ce qui est dit autour du materniste et du maternisme. Voilà. Ah, parfait. Donc, pour démarrer, j'ai quelques petites questions que j'ai préparées pour pouvoir aiguiller notre échange, notre discussion. Donc, pour démarrer, j'aimerais quand même que tu puisses nous parler de toi. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre et à relancer l'idéologie du maternisme? Ok. Mais écoutez, déjà, je suis une passionnée d'histoire. Donc, j'ai toujours aimé l'histoire. Je me suis toujours intéressée à l'histoire, et à une période de ma vie, c'était plus l'histoire de l'Afrique. Parce que j'étais vraiment dans une quête identitaire. Je suis arrivée en Europe à l'âge de 6 ans. Super. Donc, mes parents m'ont emmenée en Belgique à l'âge de 6 ans. Wow. Je suis arrivée en Belgique à une époque où il n'y avait pas trop de noirs dans les écoles. Donc, j'ai vraiment connu la négrophobie très, très tôt. Bon, les enfants sont parfois méchants entre eux, hein, donc je ne sais pas si je peux vraiment parler de négrophobie pour des petits enfants. Mais il y avait déjà des petites remarques, oui, singe, le noir, c'est comme du caca, pardonnez-moi l'expression, toutes ces choses, sans tabou ici, toutes ces petites choses. Quand les hommes, quand les femmes, c'est sans tabou, sans jugement. Noir, caca, ces trucs-là. Et voilà, est-ce que quand tu pars en Afrique, tu t'habilles ou tu restes toute nue? Tous ces stéréotypes-là, pour des petits enfants d'âge de 6 ans, après on commence à se poser des questions, mais pourquoi je suis différente? Et pourquoi est-ce que cette différence a l'air si péjorative? Donc on est dans cette quête d'identité. Et puis arrivé à l'âge de l'adolescence, on devient un peu rebelle en fait. On devient rebelle parce qu'on ne comprend pas cette méchanceté, cette image, voilà. Et puis avec les médias, parce que bon, je vais dire, quand moi j'étais ado, c'était les années MTV, donc on avait accès au black music, etc. Donc il y a une certaine fierté qui commençait à naître, parce qu'on voyait que même nos amis de l'école écoutaient des Tevin Campbell, écoutaient des Michael Jackson, adulaient des Naomi Campbell. Donc du coup, une certaine fierté. Ah, mais les Noirs quand même aussi, on vaut quelque chose, hein, parce que vraiment on nous faisait croire qu'on ne valait rien. Et donc là, il y a eu beaucoup de révoltes. Je me suis dit, donc en fait, finalement, on vaut quelque chose, mais on nous fait croire qu'on ne vaut rien. Exactement. Et là, du coup, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur notre identité. Et il se trouve qu'un été, j'ai été en vacances avec une amie qui avait dont son père était diplomate. Et quand il a vu que je parlais beaucoup d'Afrique, j'étais vraiment dans une logique, c'était une vraie quête identitaire en fait. Et là, un jour, il m'a dit, Natou, je vois que tu aimes beaucoup l'histoire et que tu cherches passionnément l'histoire, à savoir un peu plus sur l'histoire de l'Afrique. Est-ce que tu connais un certain Cheikh Anta Diop? J'ai dit non. Il m'a dit, je te donne un titre, Civilisation et barbarie. Civilisation ou barbarie, pardon. Tu cherches ce livre-là et tu le lis, et après on en discutera. Il m'a écrit les références et tout. Et quand je suis rentrée de vacances, j'étais dans toutes les bibliothèques que je connaissais à Bruxelles. Je n'ai jamais trouvé ce livre. Ah bon? Je n'ai pas trouvé. Pourquoi? Il y en avait pas. Tout simplement. Il y avait pas de Cheikh Anta Diop dans les bibliothèques à cette époque-là. Et donc, quand finalement bon, c'était la rentrée scolaire après les vacances. Alors, à tous mes profs d'histoire, j'ai parlé de Cheikh Anta Diop. Et je voyais sur leur visage beaucoup soit ils avaient un regard un peu ironique, un peu sarcastique, un peu, voilà, c'est ça, un peu moqueur, Natou, mais Cheikh Anta Diop, oui, on connaît Cheikh Anta Diop, mais ses recherches n'ont pas été vraiment certifiées, ses recherches ne sont pas très sérieuses, il a reçu beaucoup de contradictions de grands scientifiques, donc on peut pas vraiment parler de lui comme d'un scientifique sérieux. Je me suis dit, pourquoi? Parce qu'il est noir? Ou parce que ce qu'il dit dérange? Et ça m'a encore plus intriguée. Et c'est un ami à mon frère qui me ramènera à Civilisation, barbarie et donc de Cheikh Anta Diop. Et c'est là que j'ai commencé vraiment. Et j'ai commencé à m'intéresser à d'autres auteurs. Et plus tard,
je me renseignais. Bon, c'était aussi cette période où Internet vraiment a commencé à se développer, et je lisais des sites comme Africamat à l'époque où on parlait vraiment de l'histoire. J'ai découvert que à travers Cheikh Anta Diop notamment, que l'Égypte était une civilisation négro-africaine, et j'ai commencé à me rendre compte de la richesse de l'Afrique, d'où je venais, qui j'étais. Et là, j'ai commencé à m'intéresser aux conditions féminines africaines. J'ai découvert que il y avait des reines. Et j'ai commencé à m'intéresser aux reines d'Afrique. Et un jour, je suis tombée sur un portrait. J'ai vu une femme qui était majestueuse. Elle inspirait une certaine confiance. Alors qu'avant, je voyais toujours des portraits de femmes africaines avec des femmes sur des bébés au dos, toutes nues. Je trouvais que c'était pas des images. Portraits de femmes africaines qu'on voit partout un peu. Exactement. Et je trouvais que c'était pas des images très valorisantes en fait. Elles étaient belles, elles étaient la femme africaine avec des enfants, avec un enfant, 2, 3 enfants. Exactement. La femme africaine au champ en train de labourer. Tout à fait. Mais c'était la première fois où je voyais une femme africaine très elle était altière, elle était majestueuse, elle était, et je me suis dit mais qui c'est? Et là j'apprends que c'était la reine Dinga du royaume Matambandongo. Et exactement. J'ai commencé à m'intéresser à son histoire. Et là, je voulais en savoir plus. Et c'est là que j'ai eu cette passion pour la femme africaine et son rôle dans l'histoire de l'Afrique, dans l'histoire en général. Et voilà, donc ça a été une très longue quête. J'ai créé la structure Reine et Héroïne d'Afrique. J'ai commencé à partager des récits sur Facebook d'ailleurs. Et la page Facebook a connu un grand succès. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait un travail de recherche énorme. Je me suis entourée d'autres femmes. Donc d'autres femmes ont commencé à faire ces recherches avec moi sur les reines d'Afrique. On a commencé à écrire des récits. On a finalement commencé à faire des expositions. En fait, les expositions, j'ai commencé seule. Parce que un jour, une dame m'appelle, elle organisait un événement, elle me dit « Natou, tu veux pas venir parler des reines d'Afrique ?» J'ai dit « D'accord », mais je me dis « Mais sur quelle soupeur? Je peux pas m'asseoir, commencer à parler des reines comme ça. » Et j'ai pensé à faire une exposition. Donc, j'ai été imprimer des portraits de reines avec des textes explicatifs en dessous. Avec des fonds propres et tout. Exactement. Et j'ai fait une exposition et les gens étaient... Alors, une maman est venue me voir ce jour-là en me disant « Ma fille, tu nous rends fiers. » Merci. Tu nous rends fiers parce qu'on pense que les femmes africaines n'ont jamais rien accompli, rien fait. Exactement. Et aujourd'hui, en plus, il y avait beaucoup d'Européens ce jour-là. Elle me dit « Ma fille, tu me rends fière. » Et ça a été le déclic pour moi. J'ai dit « Je dois faire plus que ça. » Et donc, du coup, avec toutes ces femmes qui sont venues vers moi, on a commencé à aller un peu partout, à faire des conférences. Et du coup, on a créé un magazine en ligne. Chacune de nous écrivait un article. Et c'est là qu'est partie cette passion. Et j'ai commencé donc, en m'intéressant toujours à la condition féminine africaine, je suis tombée sur les écrits de Catherine Acholonou, qui est celle qui a inventé le concept qu'elle a appelé motherism et qu'on a traduit en français par maternisme. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le maternisme. Et quand j'ai étudié l'idéologie en question, j'ai vu que l'idéologie c'était stoppé à un moment donné. Donc, c'est comme si les théoriciennes, en fait, à un moment donné, se sont laissées peut-être intimider par les féministes noires et les afroféministes et également les féministes occidentales qui ont commencé à combattre cette idéologie et je vous expliquerai pourquoi. Et du coup, ça s'est essoufflé, ça s'est arrêté. Mais moi, quand j'ai découvert le maternisme, je me suis dit, on peut pas laisser ça comme ça. Et donc, j'ai vraiment voulu continuer ce que Catherine Acholonou et son équipe avaient fait à ce moment-là. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis arrivée. Bon, c'est un long parcours pour arriver à ça. Ah non, mais c'est un parcours super intéressant et extraordinaire. En plus, c'est super inspirant parce que ce que tu racontes, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui qui sont dans la diaspora et même en Afrique, qui sont en quête d'identité. Tout à fait. Parce qu'il y a, l'on veut ou non, il y a plein de choses, plein d'éléments dans notre histoire qui ont été perdus, qui n'ont pas été transmis de génération en génération. Le fait que toi, tu as eu ce courage d'aller chercher, faire des recherches, apporter, montrer, ben, derrière, ça va inspirer d'autres personnes, des hommes et des femmes à aller dans cette même dynamique que toi, pour pouvoir continuer ce travail de recherche, ce travail de reconnaissance de notre histoire africaine, notamment celle des femmes africaines, parce que, comme tu as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes africaines qui pensent que les femmes, dans l'ancien temps, n'avaient jamais rien accompli, ne faisaient jamais rien, et qu'il y avait que les hommes qui faisaient des choses, alors que non. C'est ça. Donc non, en tout cas, vraiment, moi, je suis super content d'échanger avec toi ce sujet et que tu puisses nous partager à cœur ouvert ton expérience et bien sûr ton histoire. Effectivement, donc, t'as fait des recherches, tu t'es entouré de personnes qui étaient dans la même dynamique que toi pour pouvoir
apporter plus d'éclaircissement autour du mothérisme, comme tu dis, ou du maternisme. Par rapport à ça, j'ai une autre question à te poser. Bon, là, du coup, la deuxième question, c'était, peux-tu nous parler de ton parcours et de la manière dont les origines africaines ont influencé la réflexion sur la place de la femme dans la société africaine? Bon, en fait, en gros, tu as répondu aux deux questions dans ta réponse, que tu viens de nous apporter. Sur d'autres questions. Là, maintenant, du coup, on va parler un peu des origines du maternisme et des critiques du féminisme occidental. Comme voilà, comme je pense que tu sais qu'en Occident, il y a le féminisme aussi qui est arrivé, un mouvement aussi des luttes des femmes aussi, des droits des femmes et autres. Et par rapport à ça, j'ai une question. Tu expliques que le maternisme est né en réaction au féminisme occidental. Tout à fait. En quoi, selon toi, le féminisme ne correspond-il pas à la réalité des femmes africaines? Comme je le dis toujours, les luttes féminines ont toujours existé. Et l'Afrique ne fait pas exception de ça. Donc les femmes africaines ont toujours eu un moment donné dans l'histoire ce besoin de revendiquer leur place, leurs droits. Et je peux même dire que c'est ça qui a permis à un moment donné dans l'histoire de l'Afrique de constituer des structures sociétales stables. C'est parce que les femmes ont contribué à s'imposer un peu quelque part là où elles voyaient que leurs droits commençaient à s'édulcorer, etc. On peut pas dire que le féminisme soit le point de départ des luttes féminines africaines. C'est là où je ne suis pas d'accord, par exemple, quand on parle du féminisme occidental. C'est comme si à un moment donné, les femmes se sont levées, se sont dit, les hommes sont contre nous, on va se lever, on va se battre. Et notre lutte va s'appeler féminisme. Et donc, celles qui veulent nous rejoindre, appelez-vous aussi féministes. Si vous êtes africaine, vous êtes asiatique, vous êtes des féministes. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Parce que nous, on a aussi lutté. T'as tiré des foudres, hein? Voilà, je sais bien. Mais le féminisme, comme le disait Catherine Acholono, donc qui est on va dire l'initiatrice, la théoricienne vraiment du maternisme, le féminisme était important. Que ce soit le féminisme occidental, que ce soit le féminisme africain, ou ce qu'on appelle l'afroféminisme, c'était des luttes importantes. Parce que sans ces luttes-là, on n'aurait pas pu penser au féminisme. Parce que c'est en considérant le féminisme occidental, qui est un féminisme qui a quelque part imposé, entre guillemets, aux autres luttes féminines de s'appeler féminisme, avec des suffixes, des préfixes, des spécificités, etc. Donc, ce féminisme occidental-là a donné naissance au féminisme africain. Mais le féminisme africain est né en Afrique. Parce que les femmes africaines, après la colonisation, se sont rendues compte qu'elles ont perdu beaucoup de droits. Quand les colons sont partis, elles se sont dit, enfin, les pères des indépendances, les Lumumba, les Kwame Nkrumah, etc., vont nous remettre à l'avant-scène. Donc nous, on a participé à lutter avec eux pour la libération, pour l'indépendance, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Les femmes africaines ont participé, ont contribué voilà, au lectorat. Elles ont apporté un lectorat féminin extraordinaire en allant dans les villages chercher les femmes en disant venez, battez-vous avec les pères des indépendances parce qu'on va nous libérer du joug du colonialisme. Elles se sont battues farouchement et elles pensaient qu'elles allaient participer aux côtés des hommes africains à reconstituer une nation. Donc, et elles se sont un peu vues heurter à ces pères des indépendances qui malheureusement avaient été un peu formatés par les colons qui n'avaient plus cette vision de mettre la femme à une place prépondérante dans la société. Ils n'étaient plus dans une notion de complémentarité. C'était des gens qui étaient vraiment ancrés dans un patriarcat occidental, pas du tout africain. Voilà. Exactement. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ces femmes-là étaient désenchantées. Donc, elles ont commencé à voir qu'elles étaient un peu reléguées au rang de femmes au foyer. Il y avait non, je ne dis pas que ces femmes-là ne faisaient pas partie des arènes politiques. Il y avait des Awa Keïta, etc. Donc, il y avait des Mafori Bangoura qu'on a propulsé vraiment au sommet dans le monde politique. Mais c'était une représentation féminine très timide. Donc là, les femmes continuaient à se plaindre. Il y avait ce malaise-là. Au départ, l'ennemi, c'était le colon. L'ennemi de la femme africaine, c'était le colon. Quand le colon est parti, c'était l'homme noir. Donc, elles ont commencé aussi à combattre quelque part le privilège masculin. Mais ce qui va faire que ces femmes africaines vont s'appeler des féministes, c'est la décennie des nations. En fait, la décennie des nations, c'est une période de 10 ans durant laquelle les Nations Unies vont faire appel à toutes les femmes
du monde, en fait. Toutes les nations étaient pratiquement représentées. Et donc, ces femmes africaines vont aussi être invitées à la décennie des nations. Et c'est là qu'elles vont chacune commencer à parler de leurs conditions. Les femmes africaines vont aussi délier leur langue. Elles vont commencer à parler de tout ce qui ne va pas. On a besoin d'émancipation. Les hommes ont trop de privilèges. On nous laisse de côté, etc. Et elles vont entendre le son de cloche aussi des féministes asiatiques, des féministes occidentales, des féministes des États-Unis. Et se sont dit, ah, mais on a une lutte commune. Donc nous aussi, on est des féministes. Mais elles se sont rendues compte qu'il y avait des réalités qui n'étaient pas pareilles. Voilà. Donc du coup, elles se sont dites féministes africaines. Mais celles qu'on va appeler les afro-féministes vont venir beaucoup plus tardivement. C'est-à-dire qu'elles vont naître dans un milieu diasporique. Donc, ce sont des femmes, en général, qui sont issues de l'immigration, ou alors des femmes des Caraïbes, des esclaves qui ont été, évidemment, déportés, etc., et qui ont perdu un peu leurs racines africaines. Exactement. Donc, elles sont en train d'évoluer dans un milieu occidental qui leur est quelque part hostile. Elles ne trouvent pas vraiment leur place. Maintenant, la différence avec ces femmes-là par rapport aux féministes africaines, donc ces femmes qui vont s'appeler les afro-féministes, c'est qu'elles vont se calquer à ce qu'on appelle le black féminisme. Et le black féminisme, c'est donc le féminisme des femmes afro-américaines. Afro-américaines, exactement. Elles sont un peu dans le même contexte, surtout avec les féministes des Antilles, parce que elles sont coupées de leurs racines africaines. Elles évoluent dans une société typiquement occidentale. Et elles ne voient pas leur place. Leur place, ouais. Elles n'ont pas les mêmes luttes que les féministes occidentales, parce qu'il y a des problématiques raciales, d'ordre racial qui sont là, etc. Donc, elles font partie des minorités, donc il y a vraiment de la discrimination, du travail, etc. Donc, elles ont plusieurs problèmes. Il n'y a pas que la problématique du genre, en fait. Et donc, du coup, ces féministes-là, qui vont devenir des afro-féministes, vont aussi commencer, en tout cas par rapport aux féministes, aux afro-féministes européennes qui sont issues de l'immigration, vont aussi commencer à critiquer la tradition africaine. Wow. Mais en réalité, c'est la coutume africaine qu'elles sont en train de critiquer. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que... qui fait partie de la coutume de leurs ancêtres. Ils ont été déportés, ils sont en train de critiquer la coutume de leurs ancêtres qui ont été déportés. Voilà. Parce qu'en fait, elles réalisent, elles se disent... D'accord, nous sommes des afrodescendantes, nos parents c'est des Africains, etc. Mais nos parents ont tendance à ramener ici en Occident des pratiques archaïques et qui rabaissent la femme, comme l'excision, comme la polygamie, comme le mariage forcé. Et elles considèrent que ça fait partie de la tradition africaine. Donc elles vont s'en éloigner, mais complètement. Et donc il va y avoir un fossé entre les féministes africaines et les afro-féministes. Parce que ces afro-féministes vont considérer que les féministes africaines sont en danger. Parce qu'elles évoluent encore dans ces sociétés africaines où les traditions sont fortement présentes. On allait les sauver. Voilà, donc il fallait qu'elles aillent les sauver. Donc elles sont allées en Afrique. Elles arrivent là, elles montent un peu sur leurs grands chevaux en disant « Nous, en fait, voilà, on va vous délivrer de tous ces... » Mais le problème, c'est que les féministes africaines, elles leur disent « Mais vous venez de là-bas, là, vous êtes complètement lobotomisés, vous venez avec vos principes très occidentalisés. Nous, par exemple, vous venez nous parler de l'homosexualité, qu'il faut, quand une femme se découvre lesbienne, il faut qu'elle accepte sa condition, il faut qu'on la protège, etc. Nous, le lesbianisme, c'est pas chez nous, en fait. Et donc, il va y avoir plein de, comment dire, confrontations, plein de confrontations, d'idées etc. Voilà. Donc, elles vont, en tout cas, on n'évolue pas dans le même milieu. Donc, nous, on peut pas s'appeler des afro-féministes. Nous, on est des féministes africaines. Vous êtes là-bas des afro-féministes. Donc, il va y avoir déjà un fossé. Donc, on va se rendre compte que finalement, dans tous ces féminismes-là, parce que les afro-américaines aussi ne vont pas se reconnaître vraiment dans l'afro-féminisme, voilà, dans l'afro-féminisme de ces femmes qui sont issues de l'immigration et qui viennent d'Afrique. Parce qu'elles se diront, mais nous, il y a beaucoup de féministes, de black féminisme, donc des afro-américaines, qui ne se voient plus du tout africaines. Donc, faut pas leur dire que ce sont des africaines. Elles vont dire non. Ah oui, effectivement, tu tournes aux États-Unis. Voilà. C'est maintenant que les américaines commencent à se considérer, certains américains commencent à se considérer africaines parce qu'il y a cette recherche d'ADN aussi qui est rentrée en ligne de compte. Exactement. C'est cette nouvelle génération de afro-américaines qui se disent, oui, faut qu'on reparte aux racines, faut qu'on redécouvre d'où on vient et nous reconnecter avec la terre-mère. Tout à fait. Voilà, donc, ok. Et donc, on voit qu'il y a vraiment des fossés qui se creusent entre les féministes noires,
que ce soit les black féministes, pardon, les afro-féministes, les féminismes noirs et toutes sortes, tous ces féminismes-là, en fait, qu'on appelle le féminisme noir, regroupent des femmes qui ne s'entendent pas forcément, idéologiquement parlant, elles sont pas d'accord, en fait. Okay. Et moi, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, mais finalement, à quoi ça sert de lutter, de revendiquer les mêmes choses? Est-ce qu'on ne peut pas avoir recours à une idéologie qui unit et qui rassemble tout le monde sur des choses pour lesquelles on est tous d'accord? Exactement. Et c'était ça la démarche des premières théoriciennes du maternisme comme Catherine Acholono. C'était trouver une idéologie qui rassemble, pas qui divise. Parce que le féminisme africain n'entrait pas dans cette logique de rassembler. C'était non, vous ne nous comprenez pas, on ne se comprend pas, vous faites vos choses, nous on fait nos choses. Le maternisme encourage plutôt, l'unité de toutes ces femmes africaines qui ont besoin de retrouver leurs valeurs et leurs droits. Wow. En fait. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette longue explication, parce que c'est important, c'est important que les gens qui vont nous écouter, qui vont regarder ce podcast, puissent comprendre toute cette différenciation qu'il y a eu au niveau par rapport au black féminisme, par rapport à l'afroféminisme, par rapport au féminisme africain. Donc, tous ces courants-là, et d'où est né le motherisme, voilà. Donc, le maternisme. Le maternisme. Exactement. Donc, tu as répondu à la deuxième question que j'ai te poser par rapport à tout ça, par rapport à l'afro. Parce que dans ton ouvrage, tu proposes une alternative afro-centrée. Donc voilà, donc du coup, tu as répondu un peu à cette partie-là. Mais on va passer donc à la troisième partie de notre podcast et de notre échange autour du maternisme. Et dans ton livre, donc, La nécessité materniste, tu parles des piliers. Oui. Les 10 piliers du maternisme. Tout à fait. Donc, tu évoques les 10 piliers. Peux-tu nous en citer quelques-uns et nous expliquer pourquoi ils sont si importants pour la reconstruction des sociétés africaines? Alors, il y a le pilier de la complémentarité. Le pilier complémentarité, le pilier... C'est même le premier pilier en plus. Même que voilà, qui est très important. Alors, il y a le pilier sororité. Oui. Il y a le pilier justice. Il y a le pilier féminin sacré. Féminin sacré. J'ai même vu la maternité aussi. Voilà, le pilier éducation. En fait, ce sont des concepts. On va dire, je ne parlerai même pas de concepts. Je parlerai de concepts et en même temps des qualités qu'on a pu retrouver chez les femmes africaines, mais à une période très reculée et qui ont permis de constituer des sociétés équilibrées, stables, où vraiment on s'est rendu compte qu'il y avait une évolution positive, les choses se passaient bien en fait. Donc on a essayé d'étudier ces sociétés-là en se disant mais sur quoi étaient basées ces sociétés-là et quelles étaient ces qualités que les femmes présentaient pour que leur apport dans la stabilité de ces sociétés puisse vraiment faire avancer les choses. Donc là, on s'est rendu compte que tous ces piliers-là qu'on cite, la complémentarité, la sororité, l'éducation, etc., ont fait partie des choses qui ont vraiment permis une évolution durable et vraiment constructive. Mais maintenant, petit à petit, avec l'intrusion de certaines idéologies, de certaines idées, des idées exogènes qui sont arrivées avec l'esclavage, la colonisation, ces qualités-là ont petit à petit commencé à disparaître. On a commencé à constater un déséquilibre au sein de ces sociétés. Exactement. Voilà. Et donc, il y a eu aussi vraiment cette problématique de conflit entre l'homme et la femme africaine. Et ce conflit-là a vraiment créé un désordre comme pas possible au niveau des sociétés africaines. Voilà. Effectivement, dans ce conflit-là entre l'homme et la femme africaine, tout début du podcast, quand tu expliques un peu ce qui t'a amené à écrire le livre, ce livre, et aussi t'intéresser aussi au motherisme, exactement. Bon, m'excuserez, hein. Bon, voilà, on est dans le podcast. Et effectivement, t'as expliqué la partie de la période coloniale. Quand les colons sont partis, vu que les femmes avaient lutté aussi avec les hommes pour pouvoir faire en sorte que les pays deviennent indépendants, elles espéraient que les hommes africains devaient les mettre à une place prépondérante
dans la société pour pouvoir continuer à maintenir l'équilibre des sociétés afin de pouvoir continuer à transmettre et faire en sorte que les générations futures soient des générations fortes et que l'Afrique continue à évoluer, chose qui n'a pas été le cas. Donc, du coup, c'est parti. Il y a aussi cette période aussi qui a fait en sorte qu'il y a aussi une cassure entre l'homme africain et la femme africaine. Après, il y a toute la partie aussi diaspora dont tu as expliqué, les Afro-Américains, les Africains de la diaspora habitant en Europe, ainsi de suite. Donc, il y a tout ça. Donc voilà, c'était juste pour revenir un peu à cette partie de conflit et tout ça. Oui. Donc, par rapport à ça, donc, tu nous parlais des différents piliers qui sont super importants. Et même, comme tu parles, l'effondrement de la société. Aujourd'hui, de toute façon, je pense que ceux qui nous regardent vont se rendre compte aujourd'hui de la société dans laquelle on vit. Tous les piliers du maternisme, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, sont combattus par le féminisme aujourd'hui. Quand on parle d'éducation, c'est combattu. Quand on parle de maternité, c'est combattu. Quand on parle de complémentarité, c'est combattu. Quand on parle même de comment on dit, de sororité même, la sororité, c'est combattu parce que moi, je sais que moi, j'ai la page quand les hommes, et plutôt quand les femmes plutôt, c'est quand les femmes, je fais pas mal de lives et d'échanges avec des femmes où je parle souvent de la sororité, mais aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. Les femmes sont devenues même pire même. En fait, les femmes se font même des critiques pires même que les hommes. Bien sûr. Que les hommes font aux femmes. On nous a appris à ne pas nous aimer. Exactement. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est triste, hein, mais ça, je pense que c'est pas seulement, ça ne concerne pas seulement les femmes. C'est ça concerne les Africains, les Afro-descendants. On n'arrive pas à concevoir le fait qu'un Africain ou une Africaine réussisse. On peut pas voir. Je ne parlerai pas de perfection, hein, mais on ne veut pas voir quelque chose de beau, quelque chose d'admiratif en fait chez un noir. Disons-le simplement. Je sais que le mot noir peut choquer certaines personnes, mais je vais dire noir seulement pour pas toujours dire Africain, afro-descendant, etc. Mais t'inquiète pas, ici on est sans tabou, sans jugement. Si on est sans tabou, on va dire les noirs n'aiment pas les noirs. Voilà. Pourquoi? Les noirs, parce qu'on nous a toujours appris que c'est pas bien. Quand un noir réussit, ça dérange. En fait. Ça dérange. Et cette idée est d'autant plus puissante et ancrée chez les femmes, en fait. C'est comme si les femmes africaines ont parfois du mal à voir une autre femme évoluer. C'est comme si c'est vraiment il y a eu un gros problème identitaire, une perte de confiance en soi, de valorisation de soi, qui fait que quand on voit une autre femme évoluer, c'est comme si on ressent un malaise. C'est comme si ça nous renvoie l'image de nous qui n'avons pas réussi. Exactement. Ou ça même des frustrations. Voilà, ou même une femme noire n'a pas le droit de réussir. Donc ça crée une sorte moi je dirais que ça va au-delà de la jalousie. La jalousie peut être quelquefois, bon, c'est pas un sentiment sain, mais c'est peut-être parfois logique, parfois même nécessaire, parce que ça peut pousser à quelqu'un de jaloux à faire plus, en fait, à vraiment à être challengé par rapport à lui-même. Mais moi, je dirais que ça va au-delà de la jalousie. Ça devient parfois une haine. On peut détester une autre femme qui réussit parce qu'on n'admet pas qu'une femme réussisse. On peut détester un homme. On va voir je sais pas moi, un Européen réussir. Oui, c'est normal, les Européens, ben voilà. Mais quand c'est un Africain qui réussit, c'est comme si l'autre Africain ressent comme une espèce de frustration, comme si c'est inadmissible. Mais ça vient de très loin. De très très loin. De très très loin. On a créé vraiment une division entre nous de telle sorte que même accepter de nous voir réussir, c'est dur. Et donc, en parlant de sororité, effectivement, moi, je connais des femmes noires, féministes, qui se détestent, qui ne se supportent pas. Et comment est-ce qu'on peut avancer avec toute cette haine, en fait? C'est impossible. Nous, on pense je veux dire, en tout cas, la femme materniste a ce besoin de sororité, d'unité. Donc, sans cela, on n'avance pas, en fait. On n'arrive pas à fonctionner. Le maternisme ne tient pas sans ce pilier de la sororité. C'est un des piliers essentiels et importants. Exactement, comme tu as su le dire tout à l'heure. Tu as même dit que c'est essentiel parce que même le maternisme rassemble. Et là, pour rassembler, pas pour diviser. Pas pour diviser. Logiquement que la sororité est un des piliers majeurs du maternisme. Et même par rapport à ça, j'avais une question, je vais te poser une question qui était autour aussi de ce pilier, c'est-à-dire que parmi tous ces piliers, lequel semble aujourd'hui le plus crucial pour les femmes africaines
moderne, en fait. Et je pense que c'est la sororité. Ah, moi, est-ce que tu as un autre pilier à nous proposer? Non, moi, je pense que c'est la complémentarité. La complémentarité. Oui. Pour les femmes africaines. Pour les femmes africaines. Ah ouais? Oui. Okay. Je pense que c'est vraiment la complémentarité. Et pourquoi? Parce que la femme ne peut pas fonctionner sans l'homme. Ouais. Dans le maternisme, c'est l'équilibre vient de la complémentarité. Sans complémentarité, il n'y a pas d'équilibre. La femme ne peut pas fonctionner seule, en fait. Je veux dire, tous les piliers du maternisme peuvent être réunis. Si le pilier complémentarité est bancal, ça fait tomber tout le reste. Si le pilier complémentarité tient, la sororité manque, on peut encore rattraper le coup. Si l'éducation manque, on peut encore rattraper le coup. Mais on peut pas parler d'éducation s'il n'y a pas de complémentarité. Parce que si l'homme et la femme ne s'unissent pas pour décider d'un type d'éducation pour leur enfant, l'éducation ça ne tiendra pas. Il y aura un problème. Voilà. Donc, je veux dire, la complémentarité, c'est vraiment le pilier par excellence, en fait. Il faut cette unité entre l'homme et la femme. Pour que tous les autres piliers puissent tenir. Quoi. Exactement. Effectivement, je te rejoins parce que tu donnes l'exemple de l'éducation. Si l'homme et la femme ne s'accordent pas sur l'éducation à donner aux enfants, ben, tout sera bancal. C'est même le cas de la maternité. Tout à fait. Un enfant, ça se fait à deux. Voilà. Donc, il faut que l'homme aussi s'implique dans la grossesse. Il soit là aussi après l'accouchement, après la naissance de l'enfant, qui s'implique aussi dans les soins et autres. Donc, ça part des deux. Une fois que l'homme n'est pas là, on voit, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de familles monoparentales qui sont gérées par des femmes. Elles n'en peuvent plus. Parce que, ben, l'homme n'est pas là, le papa n'est pas là. Donc, c'est compliqué, effectivement. Donc, il faut que cette complémentarité, revienne, en fait. Pour devenir quelque chose de normal. Et de logique, en fait. Parce qu'aujourd'hui, avec, comme tu as expliqué, tu as su le dire, tous les mouvements féminisme, occidental, qui ont gangréné l'Occident, l'Amérique et autres, eux, ces mouvements ont combattu longtemps cette division entre l'homme et la femme, en fait. Aujourd'hui, en fait, parce que même si au début, bon, je prends le cas du féminisme occidental, au début, ils sont partis par la lutte des droits des femmes. C'est ça. Parce qu'à l'époque, en Europe, par exemple, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire, donc, ils n'avaient pas le droit de faire quoi que ce soit sans que l'homme donne son accord. Et je peux comprendre leur frustration. Effectivement. Justement, c'est ça qui a créé le déséquilibre dans ces sociétés occidentales. C'est parce qu'à un moment donné, on a accusé l'homme d'avoir trop de privilèges. Donc, du coup, il fallait, au lieu d'ajuster la balance, parce qu'on parle d'égalité, mais finalement, on a dépassé le cadre de l'égalité. On veut la supériorité. Donc, ça, c'est une idée qui ne se dit pas forcément, mais qu'on sent. Oui, la plupart des féministes, elles m'excuseront, hein, mais elles veulent dépasser le cadre de l'égalité. Tout à fait. On n'est plus dans ça aujourd'hui. Et la preuve, c'est que souvent, certaines féministes vous diront qu'elles n'ont pas besoin d'hommes. Elles n'ont pas besoin d'un homme. Est-ce que ça, c'est pas une forme de supériorité féminine? Parce que se dire, je n'ai pas besoin d'un homme pour réussir, pour vivre, ben, c'est que tu es supérieur. Ah, attention, hein, toi, tu vas attaquer par les féministes. Je sais bien, mais c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau mot là qu'elles disent toutes là. Elles traitent des femmes qui parlent comme tu viens de, qui ont ce genre de propos, de pick-me. Oui, c'est une pick-me. C'est une pick-me. Oui. Parce que ce que tu dis, c'est censé être logique, en fait. Oui, c'est ça. En effet, pour être complémentaire, en effet, pour travailler, pour avancer à deux, en fait. Exactement. L'homme n'est pas fait pour être seul, ni la femme n'est pas faite pour être seule. Donc, on fonctionne ensemble. Donc, cette idée de « je suis une femme, j'ai pas besoin d'un homme », en tout cas, ça ne rentre pas dans le cadre du maternisme. Et dire cela, ça ne veut pas dire que on accorde à l'homme plus de privilèges, ou que l'homme est supérieur et que la femme doit être soumise, etc. On n'est pas du tout dans ça. On a, en tout cas, nous, les maternistes, on a besoin de nos hommes. Voilà. On peut pas fonctionner sans nos hommes. Écoutez. Rendez-nous nos hommes. Écoutez. Rendez-nous nos hommes. Voilà. On a besoin de nos hommes. On peut pas fonctionner sans. C'est impossible. Voilà. Donc voilà. J'espère que vous allez prendre des notes, vous allez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui sont dites ici, là? Ici, c'est sans tabou, sans jugement, on est dans la bienveillance. En tout cas, merci beaucoup, Natou, pour ce que tu partages, par rapport à ce sujet autour du maternisme. En débattant, bon, je vais faire un peu du hors cadre, par rapport à ce débat autour de la complémentarité. Oui. Je sais que j'ai fait beaucoup de lives sur Instagram, où j'ai échangé avec pas mal de monde dans ma communauté. Et récemment, j'ai fait un live où on parlait de cette complémentarité entre les hommes et les femmes, et on a parlé le cadre biologique, physiologique. Et il y a un des participants qui a sorti un truc qui m'a réveillé, qui m'a dit, mais
En fait, même naturellement, quand on voit juste même pour faire un enfant, qui détermine le sexe? C'est l'homme. Parce que l'homme, il a le, comme on dit, le sperme X et Y. La femme, elle a l'ovule, c'est X. Donc, c'est le sperme X qui fait l'ovule X qui fait une fille, ou le sperme Y qui fait l'ovule X qui fait un homme, un garçon. Donc, en gros, comme tu dis, on a besoin de l'homme. Même pour déterminer pour déterminer le sexe de l'enfant, l'homme est important. Donc, voilà, donc c'est rien que naturellement. Il y a une théorie qui a démenti ça. Ah, qui a démenti ça? Ok, bon, allez. Il y a une théorie qui a démenti ça. Ah ouais? Oui. Okay. Mais je m'y suis pas trop intéressée. Okay. Et évidemment, c'est aussi des femmes qui sont dans cette logique de supériorité de la femme. Oui, de toute façon, le sexe de l'enfant est déterminé à partir du moment où, voilà, le spermatozoïde est entré dans l'ovule, etc. Mais bon, c'est assez à voir. Mais, de toute façon, est-ce qu'une femme peut faire un enfant avec une autre femme? Non. Exactement. La continuité du cycle de la vie ne se fera de toute façon jamais sans l'homme. Bon, peut-être qu'on ne sait jamais, hein, avec la science qui évolue, bon, peut-être un jour. Il y a pas mal mais quand même, de toute façon, on a besoin, voilà, on a besoin de l'homme forcément toujours pour faire un enfant. Parfait. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous avez entendu, hein. Les femmes, aujourd'hui, on veut des hommes. Donc, les hommes, vous sachez qu'il y a des femmes encore qui veulent des hommes dans ce monde dans lequel on vit. Donc voilà, et qui veulent des hommes qui sont forts, qui sont masculins. Donc tout à fait. Ah oui, ça c'est important, le côté viril de l'homme, responsable, exactement. Donc tout à fait. Donc du coup, en tout cas, merci beaucoup. Maintenant, on va arriver au niveau du rôle de la femme dans les sociétés précoloniales. Bon, je crois que tu as parlé un petit peu par rapport à ce rôle-là. Là, la question c'était tu mets en avant le rôle central des femmes que les femmes jouaient dans les sociétés précoloniales africaines. Penses-tu que les femmes africaines d'aujourd'hui peuvent s'inspirer de cet héritage pour faire face aux défis modernes? Tout à fait. Ou tu penses qu'elles le rejettent un peu, ou qu'elles commencent à se retrouver un peu dans cette dynamique? Elles commencent à se retrouver un peu dans cette dynamique. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, quand on étudie l'histoire, c'est vrai que je dis l'histoire, c'est une richesse extraordinaire. Quand on étudie l'histoire, on peut faire la distinction entre les femmes, justement, ces femmes de la période post-coloniale. En fait, ces femmes qui ont lutté, par exemple, aux côtés des pères des indépendances dont j'ai parlé. Ces femmes avaient encore en elles beaucoup de ces qualités qui font partie des piliers du maternisme, par exemple. Donc, la sororité, la complémentarité, elles étaient encore à fond dedans. Elles n'étaient pas encore très éloignées de leurs aïeuls qui vivaient dans ces concepts-là. Donc, ça a été très facile pour elles d'aider les hommes à lutter contre le colonialisme et à chasser les colons, parce qu'elles étaient encore ancrées de toutes ces valeurs, en fait. Mais la différence aujourd'hui, c'est que ces valeurs sont tellement perdues que même les femmes aujourd'hui, quand elles ont envie de participer à relever les sociétés africaines défaillantes, elles n'y parviennent pas. Parce que ces piliers-là sont manquants, en fait. Elles ne sont pas aussi, pardonnez-moi de le dire, mais l'histoire l'a prouvé, elles ne sont pas aussi efficaces que ces femmes qui ont lutté aux côtés des pères des indépendances. Parce que elles avaient ces notions. Par exemple, une des notions dont je parle, c'est l'un des piliers du maternisme, la notion de mère nourricière. Mère nourricière, exactement, ouais. C'est une notion qui est un peu très combattue aujourd'hui, hein. Ah oui. Parce qu'on se dit, mais moi, je suis une femme, mais je suis pas faite pour passer ma journée à la cuisine. La cuisine. Je peux pas passer mon temps à nourrir un homme. Je veux dire, si je suis pas dispo, l'homme, il fait très bien cuisiner pour lui-même. L'homme peut très bien, je sais pas moi, aller s'acheter un sandwich quelque part. Je suis pas là, c'est tout. Il y a Uber Eats, hein. Voilà. Uber Eats, il y a des delivery. Non, je suis pas du tout contre tout ça. Comme je dis toujours, le maternisme fonctionne aussi avec la notion d'évolution, les sociétés évoluent, les femmes travaillent, bon, le rythme de vie est différent, donc on va pas non plus imposer à la femme de quitter son boulot pour venir cuisiner pour son mari parce qu'il est rentré plus tôt du travail. C'est pas du tout dans cette logique-là. Mais la notion de la cuisine, de cette notion de mère nourricière est très importante parce qu'on pense que la femme a une énergie. Et cette énergie se transmet dans ce qu'elle fait. Mais particulièrement dans la cuisine, dans le fait de nourrir. Et il y a deux exemples que je peux donner. Pendant la période de l'esclavage, il y avait des esclaves qui étaient punis. On les laissait sans manger pendant des jours et des jours. Entre-temps, il y avait des femmes esclaves qui allaitaient leurs bébés. Qu'est-ce qu'elles faisaient? La nuit, en cachette, elles allaient allaiter les hommes pour leur donner de la force. Wow. Donc, elles nourrissaient les hommes au sein maternel. Wow.
Vous voyez? Et donc, il y a aussi le fait, quand on parle des guerriers Mau Mau, ces guerriers Mau Mau qui luttaient dans les forêts, ces guerriers kenyans, en fait, qui luttaient dans la forêt contre les colons aussi, les femmes, durant la nuit, faisaient à manger et ramenaient à manger. Hommes. Donc, elles avaient encore cette notion de nourrir les hommes. C'est nous qui devons nourrir nos hommes. Et c'est tellement important. Maintenant, je dis pas que les femmes doivent allaiter les hommes. Comprenez-moi bien. Je dis pas non plus que les femmes doivent absolument toujours cuisiner pour leur mari, que jamais il y a des cuistots, des chefs cuistots africains. Ça peut être tout un métier aussi. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est vraiment pour donner un exemple d'un de ces piliers qui est le pilier mère nourricière, pour dire que ces valeurs africaines-là, donc le fait de reconnaître qu'une femme peut nourrir l'homme, peut nourrir, ce sont des valeurs en fait qui ont permis, il n'y a pas que ça, hein, moi je donne cet exemple de mère nourricière, mais il y a le pilier de la complémentarité qui s'est exprimé aussi dans l'histoire, par exemple, quand les hommes n'étaient pas en mesure de combattre. Quand les hommes étaient faits prisonniers de guerre, par exemple, ou quand les hommes, il y a ce qu'on appelle dans l'histoire, cette partie de l'histoire qu'on appelle les événements de Nder. C'est arrivé au Sénégal, où le braque du Wallo a dû se déplacer à un moment donné pour aller se faire soigner dans une autre ville. Donc, il a emmené pratiquement tous les hommes étaient partis et il n'y avait que des femmes qui sont restées en fait dans cette région-là. Et quand les envahisseurs morts sont arrivés, les femmes ont dû prendre le relais. C'est ça la complémentarité. C'est quand l'homme ne peut pas accomplir une tâche, la femme l'accomplit. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la complémentarité. Voilà, qui pensent que la complémentarité, c'est le partage des tâches. Une femme ne peut pas faire ça. Un homme ne peut pas faire ce travail. C'est pas ça la complémentarité. Très bien précisé. Un homme peut cuisiner. Une femme peut cuisiner. La complémentarité, c'est se compléter en cas de besoin. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est essentiel pour une femme de cuisiner. Mais quand la femme est malade, l'homme cuisine. C'est ça la complémentarité. Quand les hommes ne sont pas disponibles pour combattre, les femmes combattent. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que souvent, on comprend mal cette notion de complémentarité en disant oui, les femmes sont reléguées à certaines tâches, les hommes sont relégués à certaines tâches. Non. Par exemple, la tâche de la chasse. Les africanistes ont très mal compris les sociétés africaines ancestrales, pensaient que les hommes allaient à la chasse, les femmes faisaient la cueillette, agriculture, etc. Tout ça. Non, il y avait des femmes qui allaient à la chasse. Chasse aussi. Donc, en fait, la complémentarité, c'est on fait la même chose à des moments précis. Quand tu ne peux pas faire une chose, moi, je te complète. C'est ça la complémentarité. Et cette notion-là était très présente aussi chez ces femmes de la période post-coloniale. Et ce sont toutes ces notions-là que nous, on voudrait voir refaire surface dans les sociétés africaines aujourd'hui et qu'on pense que ça permettrait, en fait, ces valeurs-là permettraient à reconstruire des sociétés africaines fortes, puissantes et à éradiquer l'hégémonie occidentale. Parce qu'on est en plein néocolonialisme. Si ces femmes de la période post-coloniale avaient en elles toutes ces valeurs et avaient réussi aux côtés des pères des indépendances, dans une logique de complémentarité, à éradiquer le colonialisme, à chasser les envahisseurs occidentaux, ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, dans cette notion de néocolonialisme qu'on vit, dans cette notion de... par exemple, on parle de la France-Afrique. Exactement. Comment lutter contre la France-Afrique? C'est dans cette complémentarité entre l'homme et la femme. Mais la femme ne pourra jamais combattre aux côtés des hommes si elle ne revêt pas ces valeurs ancestrales africaines, comme la sororité, la complémentarité, la notion de mère nourricière, etc. C'est ensemble. La maternité. Voilà. De la même manière que ces femmes-là ont réussi à lutter aux côtés des pères des indépendances pour acquérir les pseudo-indépendances, parce qu'on s'est rendu compte après que c'était pas vraiment des indépendances. De cette même manière, aujourd'hui, on peut éradiquer le néocolonialisme de nos sociétés africaines. Exactement. Donc c'est de là, voilà. D'où l'importance d'une philosophie comme le maternisme. Voilà. Merci beaucoup, Natou, d'avoir apporté cette réponse à la question autour de comment on dit, de la pensée. Est-ce que, voilà, les femmes africaines aujourd'hui devraient s'inspirer du maternisme pour pouvoir faire face aux défis modernes aujourd'hui, comme on dit, de l'élévation de l'Afrique.
Tout à fait. Des sociétés africaines. Donc, on va continuer. Donc, du coup, là, on va passer sur l'impact de l'esclavage et du colonialisme sur le statut de la femme. Bon, t'en as parlé un peu, hein. T'as parlé de l'époque précoloniale, t'as parlé un peu d'esclavage, t'as parlé un peu de l'afroféminisme et autres. Et dans ton livre, tu abordes l'impact dévastateur de l'esclavage et du colonialisme sur le rôle de la femme africaine. Comment ces périodes ont-elles affecté de façon durable les places de la femme dans la société africaine? Bon, je pense qu'on en a parlé un petit peu au tout début. Donc, on va parler du coup on va parler du coup du leadership féminin et complémentarité homme-femme. Bon, de toute façon, comme tu as dit, la complémentarité, c'est vraiment le pilier du par excellence. Par excellence. Donc, en gros, on va revenir sur ça. Et là, du coup, c'est le maternisme valorise le leadership féminin. Et la complémentarité homme-femme. Comment penses-tu que cette complémentarité peut être restaurée dans une société moderne? Bon, tu as donné un petit peu déjà une ébauche des éléments de réponse à cette question. Je sais pas si tu veux rajouter certaines choses ou pas, ou tu penses que t'as dit quand même, t'as déjà dit, on a assez quand même, assez dit. Donc, quelle est ta vision du leadership féminin dans les sociétés africaines aujourd'hui? Bon, t'en as dit aussi, hein. Le côté, voilà, mère initiaire, revenir à la sororité, apprendre, voilà, être ce complément de cet homme, de l'homme quand il peut pas faire, la femme, elle prend le relais et autres. Et surtout vraiment faire en sorte de vraiment recentrer, comme on dit, les idées, en fait, au niveau des définitions des mots comme complémentarité, comme maternité, comme éducation. Parce qu'aujourd'hui, tous ces mots-là aujourd'hui sont un peu, limite un peu péjoratif. Aujourd'hui, limite quand on parle de maternité, c'est non, moi je suis pas une femme. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes même qui revendiquent même qu'elles veulent pas faire d'enfants parce que elles disent que la maternité ça déforme mon corps, ça fait ci, ça fait. En fait, il y a tellement, on a tellement mis des préjugés autour de ça que les gens ils trouvent que la maternité c'est quelque chose, c'est un mot qui est péjoratif en fait, c'est un mot qui est mauvais. Donc en fait, je pense que le maternisme est un peu dans cette dynamique de pouvoir recentrer un peu les débats, les échanges autour de tous ces mots-là qui sont aujourd'hui mal vus. Mais il y a quand même, par rapport à la maternité, il y a quand même un point sur lequel j'aimerais rebondir et qui est très important. Le maternisme, en mettant en exergue la notion de maternité, ne force pas les femmes à absolument devenir mères. Donc, et ça aussi, il faut que... par contre, faut pas trop en dire aussi, parce qu'il faut que les gens s'y achètent ton livre. Voilà, c'est ça. Donc, pour bien comprendre encore. Je ne dirais que ça. Donc, on ne force pas la femme à devenir... Parce que la notion de maternité, comme on va lire dans le livre, dépasse le cadre physique. Donc, la femme reste maîtresse de son corps. Ça peut être un choix. Parce que même durant quand on regarde dans notre histoire, il y a eu des femmes qui n'avaient pas d'enfants forcément. Exactement. Soit parce qu'elles étaient stériles, soit parce qu'elles occupaient certains rôles dans la société. Quand elles étaient des chamanes, elles étaient des prêtresses, etc. Elles pouvaient pas forcément avoir d'enfants. Ça pouvait être un choix. Donc c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit absolument avoir des enfants ou bien absolument se marier. Donc c'est aussi ça, toutes ces idées reçues autour du maternisme. Quand on parle de la tradition africaine, c'est oui, donc en fait, je suis obligée de me marier, je suis obligée d'avoir des enfants, je suis obligée de... C'est important parce que nous, on pense effectivement que le mariage et que la maternité sont importants parce que la maternité permet la continuité dans le cycle de la vie, est important pour perpétuer les structures sociétales, etc. Donc c'est important. Donc le mariage c'est important parce que ça consolide le couple, c'est important. Mais une femme qui décide de ne pas se marier ou un homme qui décide de ne pas se marier ou d'avoir des enfants peut contribuer à sa manière à la société, peut-être même de manière plus efficace que quelqu'un qui est marié ou qui n'est pas marié. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces piliers du maternisme, par exemple la notion du féminin sacré, la notion de la sororité, en fait toutes les notions, ce sont des notions qui dépassent le cadre physique en fait, qui peuvent être manifestées pas spécialement de manière visible. Je ne sais pas comment vraiment expliquer ça par des exemples, mais quand on prend la notion de maternité par exemple, il y a une dimension même spirituelle, une dimension au-delà du physique en fait. Exactement. Dans tout ce que l'on fait, il y a toujours une dimension au-delà du physique. Hein. Tout à fait. Voilà, tout commence, on parle quand on parle de la pensée ou voilà, quand on fait un acte, on pose un acte, tout commence par la pensée, mais la pensée n'est pas physique. La pensée elle est au-delà du physique. Donc j'essaie de comprendre un peu ce que tu Exactement. Une femme peut être complémentaire
au-delà de la notion de couple. Donc la complémentarité peut se manifester au niveau sur le plan professionnel, par exemple. Exactement. Quand elle travaille, elle complète son collègue masculin, son collègue masculin est absent, elle prend sa place. Voilà, c'est ça. Donc la complémentarité, c'est pas forcément le couple, c'est pas forcément. Donc il faut qu'on arrête de penser que le maternisme, c'est vraiment une idéologie archaïque qui vient reformer les choses vraiment à forcer les gens, parce que le maternisme tient compte de la notion d'évolution. On évolue, il y a aucune société qui est figée. Je veux dire, même si l'esclavage et le colonialisme n'étaient pas entrés dans les anciennes sociétés africaines, ces sociétés-là auraient évolué de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Elles n'auraient pas pu rester figées. Donc, il faut qu'on accepte aussi cette notion je ne parle pas de modernité, parce que ça encore, c'est autre chose, mais d'évolution. Il faut qu'on évolue avec son temps, avec son époque. Et le côté pragmatique est très important dans le paradigme africain. On se rendra compte qu'il y a beaucoup de choses, même quand on parle de polygamie, de polyandrie, toutes ces choses-là, c'est vraiment la notion de besoin pratique et de pragmatisme qui entre en compte dans ces pratiques-là. On n'est pas polygame par sentiment. On n'est pas polyandre par sentiment. C'est pour des raisons précises. Donc, c'était pour des raisons d'alliance clanique, par exemple. Donc, tout est dans voilà. Dans tout ça, il y a toujours une raison. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, limite, on a inculqué aux gens de faire des choses et de réagir dans tout ce qu'ils font par sentiment, par émotion. Exactement. Écoute tes émotions, fais en fonction de tes émotions. Voilà. Donc, ne plus avoir de nuances, ne plus avoir l'esprit critique, ne plus avoir, comme on dit, se poser des questions. C'est ça. Se dire, est-ce que ce que je fais, c'est normal, pas normal? Est-ce que par rapport à mes valeurs, par rapport à mon éducation, c'est, non, aujourd'hui, on pousse les gens à ne plus penser comme ça. C'est, tu as une émotion, vis-la. Tu as vis-la. Mais non. Manifeste ce que tu ressens, bon, je vais pas rentrer dans parce que si je rentre dans certaines questions, on n'aura pas fini. Oui, exactement. Ça va créer d'autres débats. Mais ce que tu dis est vraiment très vrai. C'est que vraiment cette notion de pragmatisme est très importante dans les anciennes sociétés africaines. On pense avant tout au bien-être collectif. Donc, on participe à la collectivité. On n'est pas dans l'individualisme. Je fais pas ce que je veux. Non. Je fais partie d'une collectivité. Dans toutes les décisions que je prends dans ma vie, si je décide de me marier, je décide de pas me marier, qu'est-ce que ça apporte à la collectivité? Est-ce que c'est par besoin égoïste, personnel, ou bien je participe quand même à faire évoluer la société. Exactement. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça rejoint un peu, en fait, chez quoi les hommes, quoi les femmes, nos valeurs, en fait. C'est que, on a cette valeur de responsabilisation, cette valeur comme on dit, de complémentarité, et aussi, surtout, d'intégration et d'implication dans la société, afin de pouvoir tous s'épanouir ensemble. C'est ça. C'est ça qui est super important et c'est des notions qui doivent revenir. C'est pas des notions qui n'existaient pas. C'est des notions qui font partie même de la base même de la nature humaine, en fait. Tout à fait. Mais aujourd'hui, il est plus qu'important que ça s'est perdu, que ça revienne au centre de nos vies, au centre de nos échanges, de nos interactions entre hommes et femmes, et pour que les sociétés africaines puissent évoluer. Et comme on dit, et voilà. J'ai un peu compris. Hein. Voilà. Donc, du coup, de toute façon, dans notre échange, t'as partagé pas mal d'éléments et tout par rapport à différentes questions que j'avais posées. Dans la suite, hein, tout on a parlé du leadership féminin, le rôle de la maternité dans le maternisme. Bien là, du coup, t'as évoqué pas mal de choses parce que la question c'était sur le concept de la mère nourricière. Effectivement, tu as étayé un peu tes propos à ce niveau-là. Du coup, il y avait aussi le maternisme comme solution contemporaine. Donc là, je sais pas si tu as des choses à dire, mais la question c'était, dans un monde marqué par de nombreux défis, inégalités, crise économique, changement climatique, en quoi le maternisme pourrait-il être une solution pour les sociétés africaines et au-delà? Je sais pas si tu as des choses à dire, ou tu as des choses en amont. Bon, quand il s'agit de maternisme, j'ai toujours des choses à dire. Alors, c'est bon pour la question. Si j'ai écrit, oui. Okay. Alors, si j'ai tenu à écrire cet ouvrage, La nécessité maternelle, c'est parce que je voulais insister sur le côté concret du maternisme. Parce que j'étais vraiment pour le tome 1 et le tome 2 dans une logique théorique du maternisme. Mais c'est vrai que je me souviens avoir donné une conférence en Guadeloupe il y a quelques années. J'ai parlé du maternisme, j'ai expliqué la théorie du maternisme.
Évidemment, j'avais des femmes qui étaient, waouh, ah, c'est intéressant, c'est bien. Il y en avait d'autres qui étaient là, oui, mais concrètement, ça donne quoi? Comment on doit appliquer? Et moi, j'avais tellement d'idées en tête, mais je me disais, mais je peux pas vous expliquer ça comme ça, en fait. Oui, mais non, mais dis-nous, mais comment? Tu dis complémentarité. Mais moi, je finis mon boulot à je sais pas quelle heure. Moi, quand je rentre, mon mari a fait à manger, je suis contente, moi. Mais maintenant, tu viens avec des trucs. Maintenant, on fait comment? J'ai dit, oh, mais alors, comment je, Seigneur. Puis je me suis dit, non, je vais écrire un livre. Et et du coup, en fait, cet ouvrage, La nécessité materniste, j'ai attrapé ta maladie de dire materniste. En fait, la nécessité materniste, c'est quoi? C'est présenter justement des concepts, ce que j'appelle donc les 10 piliers du maternisme, qui s'appliquent dans les sociétés modernes. Et il y a eu déjà des exemples types de femmes, et j'en parle aussi dans le livre, des femmes qui ont appliqué ces concepts-là dans des périodes pas si reculées de notre histoire. Quand je parle par exemple d'une Wangari Maathai, je sais pas si des gens connaissent le Wangari Maathai, elle a été prix Nobel aussi de la paix. Wangari Maathai, je pense que c'était en 2004. Et cette femme-là, en fait, elle plantait des arbres, en fait. Elle plantait des arbres. Parce qu'elle avait comment dire, ce fardeau de l'environnement, de préserver la nature. Et elle était dans cette logique justement de préserver la nature. Donc elle était vraiment dans cette logique écologique et tout. Et cette femme, personne ne le dira, mais nous, maternistes, on dira qu'elle a appliqué la notion de préservation de la nature, agriculture, protection de l'écosystème. Elle s'est battue vraiment pour faire comprendre l'importance de préserver la nature. Donc ça, c'est l'application. C'est le maternisme appliqué, en fait, tout simplement. Le maternisme appliqué, c'est quand on prend aussi l'exemple d'une Lema Gbowie, cette libérienne qui a aussi obtenu un prix Nobel. Donc, vous voyez, toutes ces femmes qui appliquent les principes du maternisme, elles se font remarquer, elles sortent de l'ordinaire, elles sortent du lot, jusqu'à ce que même les Occidentaux viennent les féliciter. Oh non, prix Nobel de la paix, vraiment, au respect. Mais c'est parce que ces femmes appliquent, en fait, ce que nous, on appelle les piliers du maternisme. Lema Gbowie, elle a appliqué quelle théorie du maternisme? Elle a appliqué ce pilier du maternisme qui appelle la femme à être actrice dans la résolution des conflits. Donc, elle s'est battue pour que la guerre cesse au Libéria. Elle a appliqué la notion de sororité en prenant les femmes musulmanes, en unissant les femmes musulmanes aux femmes chrétiennes. Elles allaient après les prières dans les mosquées, après les dimanches, après les prières dans les églises. Elles se réunissaient ensemble, elles manifestaient. Elles étaient dans cette logique de sororité pour faire stopper la guerre. Des manifestations, des sit-ins, etc. Ces femmes ont appliqué la notion aussi donc de résolution de conflits parce qu'elles ont proposé des éléments pour pouvoir calmer la guerre, etc. Elles ont participé au pilier du féminin sacré quand elles sont rentrées dans cette salle des négociations pour dire, écoutez, si on ne trouve pas une solution pour que la guerre cesse, on va se déshabiller ici. Et vous savez ce que ça veut dire quand une femme se déshabille. C'est la malédiction. Vous voulez voir d'où vous, les hommes, vous êtes sortis. Si on vous montre ça, vous êtes foutus. La malédiction. Donc ça, c'est cette notion de féminin sacré. Je dis pas que maintenant toutes les femmes doivent aller se déshabiller partout pour obtenir ce qu'elles veulent. Mais je veux dire, c'est montrer la sacralité de la femme. Une fois qu'on a compris la sacralité de la femme, et croyez-moi bien que ce jour-là, après ça, la paix a été vite retrouvée au Libéria. Parce qu'elles se sont dit, non, faut pas jouer avec les femmes. Et encore aujourd'hui, au Togo, par exemple, on a certaines sociétés où, certaines régions plutôt, où dès que la guerre commence, les femmes arrivent, elles regardent les deux camps qui veulent se faire la guerre en disant, nous là, si vous vous battez, on va se déshabiller ici et on va vous maudire. Et il y a instinctivement cette peur, en fait, on peut pas voir la femme nue, on peut pas voir la femme nue. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les conflits à l'est de la RDC, où les femmes deviennent des instruments de guerre, elles deviennent des armes de guerre, des femmes qui se font violer, on est en train de bafouer la sacralité de la femme. C'est pourquoi il est important de comprendre cette notion de féminin sacré et du côté sacré de la femme. C'est ça qui va permettre à certains hommes de comprendre qu'une femme est sacrée. La nudité d'une femme se respecte. Vous comprenez, non? Tu comprends plutôt. Non, donc, je comprends. C'est pour ça. nos auditeurs qui t'écoutent. Voilà, c'est ça. Qui t'écoutent. Donc, c'est quand on parle du côté pratique du maternisme,
c'est ça. Quand on parle de la concrétisation du maternisme, c'est ça. Ce sont tous ces piliers-là, toutes ces valeurs-là qui sont appliquées dans des contextes précis et qui font justement, qui vont permettre justement de résoudre des conflits, qui vont permettre de faire avancer la société, etc. Donc c'est un peu ça. Ouais. En tout cas, allez acheter le livre. À nécessité materniste, allez acheter le livre parce que ce livre c'est vraiment une vraie pépite et je vous assure que quand vous allez lire ce livre-là, si vous étiez féministe là, vous allez changer de côté parce que ça remet les choses sur le droit chemin. Donc voilà, je vous invite à acheter ce livre. Et du coup, Natou, en tout cas, merci encore beaucoup pour toutes les questions, toutes les réponses aux questions que je t'ai posées. Et pour terminer, je te posais donc 2 dernières questions. L'avant-dernière question, c'est en tant qu'homme, comment pouvons-nous, selon toi, soutenir et participer activement au maternisme sans se sentir exclu et dévalorisé? Ça va être le sujet de mon prochain ouvrage. Waouh. Parce que vraiment, j'ai envie de dédier tout un ouvrage à l'homme africain. Parce que c'est vraiment important qu'on puisse comprendre la place de l'homme africain. Il faut qu'on lui redonne sa place. L'homme africain n'est pas l'ennemi de la femme africaine. Et ce côté viril, ce côté de force masculine fait peur aujourd'hui à la femme africaine. Parce que certains hommes ont mal utilisé leur virilité et leur masculin sacré, justement. Ils se sont placés en position de supériorité. Je ne vais même pas entrer dans le débat des hommes qui battent les femmes ou même des femmes qui battent les hommes. Ça, faut le dire aussi. Mais puisque je suis en train de parler plutôt des hommes qui ont mal canalisé leur puissance masculine, leur force masculine, de telle sorte que ça a tellement heurté la femme que la femme a commencé à avoir peur de cette puissance, de cette virilité masculine. Et on a eu besoin quelque part de castrer l'homme petit à petit. Il y a des femmes qui sont dans cette logique de castration, parfois sans s'en rendre compte. Voilà. Quand elles ont affaire à un homme qui est très imposant et qui manifeste beaucoup son masculin sacré, elles veulent le castrer. Elles deviennent, comment dire, un peu des hommes aussi, qui veulent défier, en fait. Or, c'est pas ça. On a absolument besoin de cette force masculine. Et cette force masculine, c'est plus un privilège pour nous qu'une fatalité ou quelque chose qui vient pour nous rabaisser, en fait. Et donc, il s'agira, je pense, dans mon prochain ouvrage, de faire comprendre la nécessité de la virilité masculine et de la force masculine. Tout à l'heure, tu as dit que justement durant tes débats, il y avait des hommes justement qui disaient oui, mais même la nature nous montre que physiquement l'homme est fort et la femme, elle n'est pas faible, pas pour autant, mais la femme est plus tournée vers le spirituel. L'homme est plus vraiment vers le matériel, etc. L'homme est un protecteur en fait. C'est pour ça que la nature lui a attribué ce côté viril et fort. Et il ne faut absolument pas qu'on casse cela. Au contraire, on doit lui permettre d'être encore plus fort. On doit travailler encore plus dessus. Plus l'homme est fort, plus il est viril et plus il devient protecteur. Et donc, c'est tellement important. En fait, des hommes maternistes, il doit y en avoir aussi. Il doit y en avoir. Donc, comme il y a des féministes hommes, il y a des féministes hommes, donc il faut aussi qu'il y ait des hommes maternistes. Peut-être un homme materniste. J'ai l'impression que tu l'es sans le savoir. Non, mais il l'est sans le savoir. Non, mais je pense que je suis un homme materniste. Parce que l'on veut même par rapport même à mon histoire, moi je suis ici d'une famille où il n'y a que des femmes. D'accord. Voilà, j'ai un grand frère et j'ai juste l'abandonné de la famille et ma famille a entre vous deux, il y a des femmes. Oui, entre nous deux, il y a des femmes et j'ai grandi principalement avec beaucoup de femmes. Donc, des femmes qui m'ont aussi transmis pas mal de choses, pas mal d'éléments importants qui font de moi ce que je suis aujourd'hui et qui font en sorte que aujourd'hui je puisse développer ces 2 plateformes pour pouvoir rééquilibrer. Voilà, rééquilibrer nos relations parce que moi j'ai grandi dans une famille, il y avait mon père, il y avait ma mère. Je n'ai jamais vu mon père et ma mère se disputer. Ils ont toujours œuvré ensemble pour que nous ayons une éducation équilibrée. Ils étaient dans cette complémentarité. Cette complémentarité. Et moi j'ai grandi dans ça, donc ça me des fois, aujourd'hui quand je vois dans le monde dans lequel on vit, ça me fait mal de voir les hommes et les femmes se déchirer, se séparer, se diviser, et des fois même inclure les enfants même dans leur séparation, dans leurs problématiques. Et ça, moi, ça me fait mal parce que j'ai pas grandi dans ça. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai lancé ces 2 plateformes de Quand les hommes et quand les femmes. Et je pense que oui, je suis un homme materniste. En tout cas, parce que là, ça veut vraiment tout ce qui se passe ici. Je pense que même beaucoup d'hommes
qui sont dans leur masculinité, c'est des hommes maternistes, en fait. Oui. Parce que, je pense, je le pense aussi. Je le pense aussi. Donc, vraiment, comme Catherine Acholonou disait, toute personne qui est dans cette logique de construction, et non de division, de rassemblement, ne peut qu'être materniste, parce que c'est à ça qu'appelle le maternisme, en fait. C'est vraiment à s'unir, et donc ça. Et par rapport à l'homme, pour terminer, il y a un élément important aussi, c'est que, bon, c'est vrai que dans l'aspect judéo-chrétien, cette phrase revient souvent, oui, la femme doit être soumise, la femme doit être soumise. Mais moi, je me demande si on a compris cette notion de soumission. En fait, c'est pas que la femme doit être soumise, c'est que la femme doit rester à sa place, en fait. L'homme, on a besoin, pour que l'équilibre se fasse, la femme est une force tranquille. L'homme est une force plus démonstrative. Mais il faut que les deux s'imbriquent, en fait. Il faut que la femme, non pas descende, non, elle doit pas descendre. Elle doit pas descendre. Elle doit rester à sa place, cette force tranquille. Exactement. Mais il faut qu'elle laisse l'homme manifester ce côté de puissance, en fait. Exactement. Quand on dit l'homme est le chef de famille, on est directement heurté. Non. Et moi, dans tout ça, ça veut dire que moi, je suis faible. Lui, il est fort. Non. Comment expliquer ça? C'est pour ça que j'ai besoin d'écrire. C'est comme le féminin sacré et le masculin sacré. Voilà, c'est ça. Ce sont des forces qui se complètent, en fait. Voilà. C'est comme le yin et le yang, c'est comme le soleil et la lune. C'est ça. Quand on parle de la lune, les gens disent oui, le soleil est plus important que la lune. Alors que non, la lune aussi est importante parce qu'on prend juste le cas, par exemple, des marées. Oui. La lune agit sur les marées hautes, les marées basses. Exactement. Donc, elle a son rôle aussi. Exactement. Mais à sa manière. Mais c'est pas, le soleil n'agit pas sur les marées hautes, les marées basses. Le soleil aussi agit, mais à sa manière aussi. Et même quand il fait jour, une fois, je parlais de ça avec un ami, et même quand il fait jour, la lune, elle est là. C'est pas que la lune, elle est pas là. La lune, elle est là. C'est juste qu'elle laisse le soleil briller, le temps d'un moment, et après, elle prend le relais. C'est ça. Donc, c'est ça, en fait. Donc, rien quand on voit juste ce qui se passe dans cette nature entre la lune, le soleil et la lune, on comprend effectivement que les deux vont de pair, en fait. Exactement. C'est super important. Exactement. C'est comme quand bon, je n'aime pas trop donner cet exemple-là, mais j'ai l'impression que c'est l'exemple le plus parlant pour expliquer, cette nécessité pour l'homme de manifester sa virilité et son côté de puissance, en fait, dans la famille. J'aime pas cet exemple-là parce qu'on a l'impression que quand je donne cet exemple-là, j'assimile les femmes aux enfants. Non, c'est pour vous montrer, en fait, que on a besoin d'être encadré. Bon, je dirais pas que la femme doit être encadrée, mais quand vous donnez une éducation à un enfant, il faut que l'enfant connaisse ses limites, en fait. Exactement. Donc, on lui dit ne touche pas le feu. Si l'enfant ne veut pas, on laisse l'enfant toucher le feu. Mais à un moment donné, en grandissant, même si l'enfant se rébelle, oui, pourquoi je dois pas toucher le feu? Pourquoi je dois pas faire ceci? Pourquoi je dois pas faire cela? Mais à un moment donné, l'enfant arrive à comprendre que si on me laisse toucher le feu, je me brûle. Et donc, à un moment donné, si l'enfant voit que le parent lui laisse toucher le feu sans rien dire, l'enfant va se dire, mais pourquoi on me laisse livrer à moi-même? Donc, quelque part, à un moment donné, ça va commencer à rassurer l'enfant de se dire, j'ai quelqu'un qui est là pour me recadrer quand j'en ai besoin. Maintenant, il faut pas qu'on méprenne ce que je viens de dire. Dans le sens où la femme africaine, la femme en général, est un être qui est très émotif. Émotif, ouais. Voilà, qui est très émotive. J'aime souvent donner cet exemple d'un couple qui va dire chérie, est-ce que tu as ramené, donc la femme va dire à son mari, chérie, est-ce que tu as ramené la chemise au pressing? Il va dire oui, j'ai ramené la chemise au pressing. D'accord. Et alors, voilà, comment ça s'est passé quand t'as été? Est-ce que t'as vu la vendeuse là, machin? C'est une dame avec qui je m'entends très bien. Est-ce que tu l'as vue? Parce que ça fait un temps qu'elle est malade, on la voit plus. Il va dire, je sais pas, j'ai pas fait attention. Moi, quelle vendeuse? Non, mais il y a une vendeuse à côté là qui vend des... Non, moi, je l'ai pas vue. Pourquoi? Parce que en fait, l'homme, il va rentrer dans le pressing, il va donner la chemise, il sort. Exactement. Mais la femme, par exemple, elle va aller au pressing, elle va dire, ah chérie, j'étais au pressing. Ah mais tu sais, la dame là est toujours pas revenue. Hein. D'ailleurs, il y avait le monsieur là. Le monsieur là, il a maigri. Hein. Pourquoi il est devenu comme ça? Pourquoi il est devenu... Parce que la femme, en fait, elle conçoit les choses différemment. Et quelque part, l'homme viendra canaliser, en fait. En fait, l'homme, parfois, peut canaliser l'émotion de la femme. Et quand l'homme n'est plus dans ce rôle-là, la femme peut
inconsciemment se sentir perdue. Et elle a besoin que l'homme retrouve ce côté viril, en fait. Et souvent, c'est ça qui fait que dans les couples, il y a des problèmes parce que la femme veut manifester son émotion sans limite. Et l'homme, ça le fatigue, en fait. Exactement. Et quand l'homme veut jouer ce rôle de, hé, chérie, ça va, maintenant calme-toi. Tu vois? Mais la femme, elle est pas d'accord, en fait. Mais non, toi, tu me comprends pas. Mais si, je te comprends, mais ça sert à quoi tu comprends un peu? Donc, il y a tellement de choses à comprendre pour établir cet équilibre. De la même manière, hein, la femme est une force tranquille. Quand l'homme commence à manifester sa toute-puissance et il y a que la femme qui peut le calmer. Oui, de toute façon. La douceur de la femme, c'est ça qui vient calmer l'homme. Exactement. Et il faut vraiment qu'on arrive à comprendre tous ces mécanismes-là et à les accepter, en fait. Exactement. Pour vivre l'équilibre. Donc, on a besoin, nous, les femmes, d'être canalisées parfois par une force, je ne dirais pas supérieure, mais puissante, ouais. virile, et qu'on ressente qu'il y a vraiment un poids sur nous qui arrive à exactement nous calmer, en fait, calmer nos émotions, nos hormones quand ils sont un peu déchaînés. Donc non, voilà. Non, moi je te rejoins effectivement. Moi, comme je vois avec quand les hommes, quand les femmes, même quand je fais des lives, avec les échanges que j'ai, même là, par moi j'ai un groupe d'hommes, on est quasiment plus de 50 en privé sur WhatsApp, on échange aussi, on partage. Ah, c'est intéressant. Et comme tu dis, hein, moi je suis aussi, vous, hein, je suis un homme materniste. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi que le fait que il faut que l'homme, comme tu dis, quand tu as parlé de virilité, tu as parlé de masculinité, reprenne sa place, comprenne que c'est que comme ça que on va arriver à permettre aux femmes de pouvoir être elles-mêmes aussi, à revenir de leur féminité. Et c'est ça, en fait, il faut que les femmes aussi acceptent, comme tu parles d'acceptation. C'est ça. Les hommes ou les femmes, de toute façon, dans l'acceptation et dans la responsabilisation de tout ce que l'on fait et des choses, de tous les actes que nous commettons et de tous les choix que nous faisons. C'est ça, normalement, un homme qui est masculin, c'est un homme qui est responsable. Parce que moi, je me rappelle toujours que moi, il y a toujours un truc que mon père m'avait toujours dit quand j'étais petit. Toujours, mon fils, un vrai homme, c'est celui qui est responsable. D'abord de lui-même. C'est ça. Et des autres autour de lui. Exactement. C'est ça, un vrai homme. Ce n'est pas le physique, oui, je vais à la salle, j'ai des abdos, j'ai des... Non. Parce que je vois, il y a des hommes qui parlent, oui, le mâle alpha, physique, abdos. Non. Tu peux ne pas avoir de abdos, ne pas avoir de muscles, mais être un homme masculin. Et on a besoin, les femmes ont besoin de ça. Exactement. Elles en ont besoin. C'est le cas, ouais. Donc, de toute façon, c'était par rapport à ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ces réponses. De toute façon, la dernière question, c'était la venue du maternisme. Tu as répondu à ça. En expliquant un peu, l'importance du maternisme. Donc, sur ce, en tout cas, donc, Natou, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Aurel. Participer à ce podcast, d'avoir partagé toutes ces informations autour du maternisme et autour de ton livre, donc la nécessité materniste. Je vous invite à aller l'acheter, ce livre. Il est très, très, très intéressant et important, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et voilà, pour qu'on puisse se retrouver entre hommes et femmes, qu'on puisse rééquilibrer nos relations. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.